Élodie en parlera tout à l'heure, on expérimente un nouveau format. C'est une expérimentation, un nouveau format de masterclass. Alors, vous avez déjà entendu parler de ce concept de rassemblement, soit grand format ou petit format, mais dont l'objectif est de rentrer un petit peu plus en profondeur dans certains sujets. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos experts que je vais vous présenter tout de suite. Donc, tout d'abord, dans l'ordre alphabétique, Sandy Battendier, le gérant des magasins Intersport sur les saisies. Je vous remercie de l'applaudir. Élodie Beaumont, qui est la référente développement de l'activité estivale au sein de USC Montagne, qui est également gérante de magasins Intersport au Grand Bornand. Olivier Redley, donc patron de l'office et plus globalement de la SEM, SAEM, les Saisies Village Tourisme. Et nous accueille aussi Michael Tessard, donc pour le domaine skiable, plus que skiable, on va le voir, de la station des Saisies. Merci de nous accueillir également. Alors, avant de vous donner la parole, je vais rappeler un petit peu le concept et puis aussi les grandes parties qu'on va évoquer. Le concept, vous l'avez compris, c'est d'échanger en profondeur sur la base de l'expertise des saisies sur la notion d'expérience, d'expérimentation vélo en station touristique. Donc, on va revenir là-dessus. On va évoquer plusieurs points avec nos experts. On va bien sûr parler de la présentation de la station, c'est la première étape. Ensuite, on va évoquer le modèle économique de la station en été, et notamment avec le vélo. Ensuite, on évoquera plus spécifiquement l'expérience vélo, et là, on se concentrera sur voilà, comment le client vit son séjour vélo aux saisies. On évoquera bien sûr un point qui prend de plus en plus d'importance, c'est la partie environnementale et finalement l'image que peut véhiculer la station autour de cet enjeu-là. Et enfin, conclusion avec à la fois les perspectives d'évolution aux saisies et puis comment les uns et les autres vous pouvez comment dire, prendre quelques recettes finalement de la station. C'est un peu ça l'objet. Est-ce que ça vous convient d'abord? Ça va? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées déjà dans ce premier programme? Non? Alors, je vous propose de commencer en donnant la parole à Élodie. Encore une fois, Élodie Beaumont, qui est la référente du groupe de travail développement de l'activité estivale. Depuis 2023, si je ne m'abuse, on a lancé à ta demande ce groupe de travail et je pense que c'est important que tu puisses, en introduction, rappeler la mission de ce groupe et puis aussi peut-être une ou deux actualités sur lesquelles on travaille ensemble. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Oui, merci à tous déjà d'être présents aujourd'hui pour cette première masterclass, notre première expérimentation aujourd'hui au CESI, qui se fait donc dans le cadre de ce groupe de travail de l'Union. Donc, on a créé ce groupe simplement à la suite d'un constat partagé sur le fait que la saison d'été, c'est plus juste une parenthèse dans l'économie de nos montagnes, mais c'est vraiment une saison à part entière et une saison qui devient complètement stratégique dans l'avenir de nos territoires. La montagne évolue et avec elle les attentes de nos clientèles, le climat évidemment et du coup les conditions d'exploitation et la réalité économique également. Donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre et puis d'accompagner une structuration de l'offre estivale tout en étant à la fois réaliste et en ayant la possibilité de s'adapter le mieux possible à chacun de nos territoires. Dans nos discussions, on a tout d'abord créé une charte de qualité de développement estival. C'est vraiment, c'était de la volonté d'abord de poser sur le papier un petit peu les bases essentielles qui semblent un petit peu évidentes, mais qui ne sont finalement pas forcément pour tous, et de rappeler l'importance d'un professionnalisme, les exigences aussi autour de la saison d'été, et particulièrement sur la technicité du vélo, et puis tout ce qu'il faut prendre en compte aussi dans nos activités d'été, et notamment en matière environnementale, etc. Et puis, au fil de nos discussions, on s'est dit que l'été, c'est aussi une saison qui encore plus, l'hiver, ça se fait beaucoup plus naturellement, mais
on a besoin d'avoir davantage d'échanges. Il y a beaucoup de transversalité et on a besoin pour avancer, pour progresser sur cette saison, de faciliter un petit peu les échanges entre les différents acteurs de la montagne. Et l'objectif voilà, de cette première classe, merci à vous d'avoir donné la possibilité de l'organiser ici. Je pense que vous êtes... c'est pas un hasard que ça se passe ici. Les Saisies, c'est quand même une station emblématique, je pense, de l'été. C'est pas nouveau pour vous. Vous avez un vrai savoir-faire, une vraie expérimentation. Et l'idée, ça va être un petit peu de venir puiser des idées chez vous, de voir un petit peu tout ce qui fait que la saison estivale et voilà, tous les ingrédients qui font que cette saison, et notamment autour du vélo, peut être une réussite. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en tout cas, vous allez nous prouver en tout cas que c'est possible. Donc voilà, un petit peu l'objectif de cet après-midi. Alors, merci beaucoup, Élodie. Avant de passer la parole à nos experts des saisies, je vous propose qu'on regarde un film, hein. Et puis ensuite, Olivier, je pense que tu prendras le relais pour commencer. Alors, il y a un petit travail un peu technique de chiffres, et je pense que ce sera intéressant. Vous aurez accès à ces données, hein, je pense, il n'y a rien de confidentiel, même si ce ne sont pas forcément des chiffres que vous avez accès habituellement. Donc, on regarde le film et ensuite, on rentre un peu dans le vif du détail du fonctionnement de la station. Bravo. Voilà. Donc, notre film été, donc juste pour me présenter très rapidement, Olivier Redley, moi, je dirige la SEM, les Saisies Village Tourisme au Saisies. Donc la SEM, c'est une société anonyme d'économie mixte dont les actionnaires sont les remontées mécaniques, le syndicat intercommunal des Saisies, le CIVOM des Saisies, qui regroupe donc les 3 communes qui gèrent la station des Saisies, Cré-Voland, Villars-sur-Doron et Haute-Luce. Et aussi, on a dans nos actionnaires des socioprofessionnels qui sont actionnaires à hauteur de 10%. Donc moi, je gère 3 entités, l'Office du tourisme, une centrale de réservation, et puis le centre aquasportif qui est juste à côté, et ce restaurant bowling. Je vais vous présenter très rapidement la station. On va regarder sur le slide d'après quelques chiffres. Sur la station, on a 18 500 lits. On fait à peu près 391 000 nuitées l'été, ce qui représente 29% de nos nuitées. Donc le poids de l'été chez nous est très important. À peu près 954 000 nuitées l'hiver. On a une clientèle internationale chez nous qui est faible, hein. On est à 93% sur une clientèle française, donc 7% de clientèle étrangère, et qui sont quasiment les mêmes l'été que l'hiver. On a notre première clientèle étrangère qui sont les Belges, ensuite les Hollandais, les Allemands l'été et les Anglais l'hiver. Une particularité de notre station également, c'est le taux de fidélisation. On a une clientèle qui est fidèle à 86%. Donc, on n'a que 14% de nouveaux clients. Donc, c'est très positif et aussi un enjeu d'aller reconquérir et acquérir une nouvelle clientèle. Voilà, et on a une clientèle qui vient pour certaines depuis plus de 30 ans, plus de 20 ans, plus de 10 ans. Donc, voilà, on a cette clientèle qui est familiale, enfant, et qui est extrêmement fidèle sur la station. Donc, le poids de l'été, 30% de nos nuitées, on va le détailler après. C'est effectivement très important. Sur les dépenses, on va peut-être commenter à 2 voix avec Michael. Le poids économique, donc là on est sur des chiffres G2A que vous devez connaître, hein. Le poids économique de l'hiver, les retombées économiques, c'est un peu plus de 94, quasiment 95 millions d'euros. Avec, vas-y si tu veux évoquer les répartitions des différents acteurs.
Là, c'est un focus sur l'hiver et puis vous aurez le parallèle sur l'été. Ce qui est important de regarder et ce qui est assez intéressant de regarder, c'est le rapport de force des activités entre elles. Entre l'hiver et l'été, on a un dénominateur commun, c'est que les hébergeurs sont les entités qui font le plus de chiffre d'affaires concrètement en termes de business. L'hiver, le deuxième opérateur, c'est la société de remontée mécanique. C'est très souvent comme ça que ça fonctionne. Derrière, on a d'autres apporteurs d'affaires, donc les commerces. On voit que les magasins de sport sont à peu près 7% du business. Il y a les écoles de ski. Et ce qui est pas mal, c'est que si on passe donc 94 millions de retombées directes sur le territoire, si on passe sur la slide d'après et sur celle de l'été, donc déjà on voit le rapport de force du business, 94 millions contre 16 millions d'euros, donc rien à voir en termes de rapport de force. On voit que les hébergeurs sont toujours la première entité. Et du coup, là, ce qui change, c'est qu'on voit que les restaurateurs représentent 20% du business, les commerces 20% du business, et la société de remontée mécanique, là, est presque 6% du business. 950 000 euros, qui est le record. Ça, c'est l'été dernier, c'est le record de chiffre d'affaires de notre société. 950 000 TTC, là, on parle. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est à regarder parce qu'à aujourd'hui, tout le travail qui est fait, on n'est pas sur une rentabilité directe. À aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche en termes d'approche, c'est de répondre à la demande du business. Ce qui est certain, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une capacité à faire du business. Parce que quand il y a 29 à 30% des nuitées touristiques qui se font l'été, il y a quelque chose à faire. La difficulté qu'on a, c'est comment on transforme. C'est là où c'est plus délicat et plus compliqué. Par contre, la rentabilité de l'hiver nous permet de faire beaucoup de choses, d'aménager, d'investir et d'écrire l'histoire. Donc, on en est à cette étape-là. Et ce qui est pas mal à mesurer, c'est qu'on a 950 000 euros l'été dernier. Le premier été un peu conséquent, c'était l'été 2010 sur les saisies, quand il y a eu la création du bike park à l'époque. Et c'était 50 000 euros le chiffre d'affaires. Voilà, les choses évoluent d'année en année. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on évoquait quand on préparait tout à l'heure la présentation de cet après-midi, c'est qu'aujourd'hui, on a une dynamique qui est identique. Nous, on est toujours sur un volume de croissance sur la phase hivernale. Et aujourd'hui, la croissance est la même entre l'hiver et celle de l'été. On croît de la même manière. Donc ça, c'est très encourageant. Par contre, on suit les gouttes. Ça, c'est sûr, on y passe énormément d'énergie. Nos équipes sont très mobilisées en interne, que ce soit les équipes d'Olivier ou les nôtres. On y pense beaucoup d'heures carrées. Et pour nous, c'est le sens de l'histoire. On continue. On reviendra, si vous voulez, sur les slides. On Avec plaisir, comme ça, vous on aurez répondra à toutes vos questions. On a le temps de revenir. Vous parlez de l'offre VTT, après on parlera de la gestion. Aujourd'hui, on a effectivement 14 pistes de DH, donc sur le bike park, Mickaël en parlait, on a à peu près 170 km de cross-country, 6 pistes d'enduro, des pistes de VAE, et puis un pump track. Donc on couvre en tout cas sur la partie VTT tous les types de vélos possibles, inimaginables. Le gravel est même possible. Aujourd'hui, on n'a pas encore de piste labellisée gravel, mais en tout cas, on peut faire du gravel chez nous. Et puis, une particularité, je vais laisser Mickaël en parler, c'est qu'on a la chance d'avoir un opérateur remontée mécanique qui ouvre très tôt, qui ferme tard et qui joue jeu d'une ouverture de télésiège tout l'été, en 7 jours sur 7, pour un accès piéton et vélo à notre domaine. C'est ça, oui. En termes d'approche, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une offre de la mi-juin à fin septembre. Donc, on a ouvert, par exemple, cette année le 14-15 juin sur un week-end de préouverture. Et depuis ce samedi, on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 7 septembre avec une offre composée de remontées mécaniques, mais pas que des remontées mécaniques. Et on fait également 2 week-ends en septembre. On est dans cette dynamique et on essaye d'embarquer d'autres opérateurs. Notamment, depuis l'été dernier, on est ouvert une semaine de plus en septembre. Et c'est lié en fait à une signature d'un contrat important pour nous, un contrat au lit avec la société Bellambra, qui est le principal hébergeur des saisies, qui est un peu plus de 1000 lits touristiques et qui est notre principal partenaire hébergeur sur notre destination. Et en fait, on avait jusqu'à maintenant un contrat au lit uniquement l'hiver. Depuis l'été dernier, on a un contrat au lit à l'année avec en fait de la prévente de passes d'activités, multi-activités, qui sont prévendus avec eux et qui nous garantissent un minimum de chiffre d'affaires et qui permettent à tout le monde de faire l'effort. Et pour nous, ça, c'est une porte d'entrée indispensable pour pouvoir derrière embarquer
d'autres commerces. Donc jusqu'à maintenant, et l'activité VTT se développe énormément et on avait la chance d'avoir beaucoup de loueurs qui jouent le jeu, qui sont ouverts, ils ouvrent dès que nous on ouvre, ils sont ouverts, ils sont même ouverts quand nos remontées mécaniques n'ouvrent pas. Ils mettent en place le magasin et il y a déjà une offre pour les clients qui sont sur le site. Donc ça a une réelle importance parce que ça montre qu'il y a une vie. Et derrière, ça permet d'embarquer d'autres opérateurs de type des commerces de type alimentaire, des restos, ce genre de choses. Et c'est par ces étapes-là, pour nous, sans les hébergeurs, on ne peut pas y arriver. Donc c'était une étape indispensable à franchir pour essayer d'y aller. Et on est sur une histoire qui s'écrit pas à pas. C'est- Une initiative un peu originale ou Oui, nouvelle? c'est les navettes nature. On a la chance d'avoir la communauté de communes d'Arlisère, donc qui regroupe une quarantaine de communes autour d'Albertville, qui a mis en place il y a quelques années des navettes gratuites qui s'appellent les navettes nature, qui existent du 5 juillet au 31 août et qui vont desservir tout le Beaufortain et tout le Val d'Arly. Et qui vont permettre à des VTTistes, à des enduristes en tout cas, ou à des riders de venir chez nous, de venir passer une journée via ces navettes gratuites, j'insiste, et ensuite de redescendre alors, ou via les navettes ou via les pistes d'enduro sur Beaufort, sur Albertville. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chance. C'est des navettes qui sont toutes équipées de remorques équipées pour transporter des VTT. Et ça, c'est une véritable chance de proposer cette mobilité, en tout cas, à nos clients l'été. Juste pour bien préciser, Olivier, donc on peut utiliser la navette aussi que si on est à pied. Hein, c'est pas Exactement. uniquement Oui, en vélo. là, Hein, je parlais tout à fait. C'est on est ouvert d'accord aux que. piétons, aux Ok. randonneurs, aux gens qui veulent monter à la journée. Ok. L'offre est complète et en termes de produits insolites, par exemple, on peut partir du sommet de Bizane, qui est une des 3 remontées mécaniques qui est exploitée, et aller jusqu'à Albertville par une piste enduro et remonter avec les navettes. Donc en fait, ça vient parfaitement compléter l'offre directement qu'on a sur site, avec une offre vraiment complète. Et c'est vrai que les clients qui font de l'enduro ont vraiment C'est la Dev une, Albertville qui fait 19 une km de approche. descente C'est jusqu'à ça. Albertville. Le Beaufortain est très réputé pour cette offre-là. Alors, vous n'avez pas forcément évoqué le relief qu'on a au saisie, mais peut-être justement là, on évoque une descente de 19 km. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est exigeant? Alors, Comment finalement vous vous positionnez avec ce relief particulier qu'on a au saisie? on a tendance à dire qu'on a une montagne douce et accessible avec Michael. C'est notre signature, voilà, et on en est fiers, aussi bien pour le ski que pour le sport outdoor. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire des kilomètres sans avoir à faire des gros dénivelés. C'est vrai en VTT, c'est vrai en trail, on en parlera tout de suite après. Et on a un bike park, Michael en parlera tout à l'heure aussi, dont la signature est un positionnement accessible. Voilà, on a aussi une piste rouge et une piste noire si on veut se faire un peu peur ou en tout cas avoir des sensations. Mais on a surtout un bike park avec des pistes bleues, vertes pour le plus grand nombre. Et nous, notre plaisir, notamment sur le bike park, c'est de voir des familles entières de parents et des enfants derrière qui effectivement dévalent les pistes du bike park. Voilà, on ne veut pas concurrencer des bike parks comme Léger ou comme Châtel qui ont des bike parks beaucoup plus engagés. C'est pas notre montagne, c'est pas notre enjeu. Et j'en reparlerai sur le Saisie Bike Festival qui était notre événement de ce week-end. Je pense qu'on a la confirmation par le public qui était présent de ce positionnement. On continue la Oui. présentation. Voilà, on a aussi un espace cyclo labellisé FFC avec effectivement des parcours au départ des saisies, un peu plus de 600 km de parcours. On peut effectivement aller jusqu'au col des Aravis. On a la chance d'avoir le col du Pré, le Cormet de Roseland. Enfin voilà, on a une multitude de cols autour de nous mythiques, accessibles. Et puis on a la chance aussi d'être sur la route des Grandes Alpes. Et on a un nombre incalculable de cyclistes qui font cette route des Grandes Alpes, qui partent d'Évian, qui descendent jusqu'à Nice et qui passent par les saisies. On évoque les activités autres que le vélo. Oui, on a également, voilà, comme beaucoup de stations, une activité trail. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Rossignol et on est effectivement one piste, mais on propose des itinéraires de randonnée. Il y a un peu plus de 350 km de sentiers dans le Beaufortain au départ des saisies. On a aussi 6 parcours de trail qui sont accessibles de 10 à 40 km avec là aussi tous les dénivelés possibles sur la station et du trail très accessible. Voilà, ensuite, on a toute une palette d'activités. Michael en parlera mieux que moi, mais on a le village des Elfes et le parc des Elfes, qui sont 2 parcs d'attractions, effectivement, d'acrobatie dans les branches. Et le village des Elfes sera mis en ouverture dans quelques jours.
On a le Mountain Twister, donc, qui est une luge d'été. On peut faire du parapente. On a une grosse école de parapente sur les saisies. Du mountain board, on a du tir laser, du bowling, du mini-golf. Et puis, on a un centre aquatique qu'on gère. On peut faire aussi de l'équitation. Enfin, voilà, on a de multitudes d'activités sur les saisies qui sont possibles l'été comme l'hiver. On évoque les actions pour promouvoir peut-être le vélo, notamment avec le Rock d'Azur. Alors, sur notre positionnement vélo, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on se rend au Salon du Rock d'Azur, où on prend un stand. L'année dernière, on était avec nos collègues d'Arèche, on était sous la bannière Marc Beaufortin, où on fait la promotion de nos territoires avec Arèche sur ce Rock d'Azur. Et c'est là qu'on touche directement, effectivement, les passionnés de VTT. Et puis également une programmation de divers événements autour du cycle, bien sûr, autour du Oui, vélo. et ce week-end, alors c'est tout frais, on peut vous en parler, c'était samedi dimanche, on a lancé le Saisie Bike Festival. Ça faisait plusieurs années que je souhaitais créer un événementiel autour du vélo en regroupant toutes les activités possibles sur la station. Donc on a créé ce Saisie Bike Festival qui s'est déroulé ce week-end. On a organisé samedi des renduros, donc il y avait 5 descentes en enduro qui étaient organisées. On a eu un show sur le pump track avec des VTTistes professionnels. On a proposé aussi un bike park open ride qui était la possibilité d'utiliser, de venir découvrir en tout cas les pistes du bike park avec des petits à côté, un ravito, une photo pour les participants. On a organisé ce qui a existé il y a quelques années sur la station, la Diamant VTT, qui était une grosse rando VTT label FFC. Donc 4 randos VTT, du 15, du 30, du 45 et du 50 km, accessibles en musculaire et en élec. On a eu plus de 380 participants. Et puis pour les tout petits, les 2-6 ans, on a fait un Dresden Kids Tour dimanche matin avec plus de 80 gamins. Et puis comme c'était la fête de la musique, une animation DJ samedi soir. Donc voilà, on va sans doute faire grandir encore cet événement, mais on est vraiment très content que pour une première édition, en tout cas à 587 participants, c'était fixé un objectif à 400. On a eu la chance d'avoir une météo de dingue ce week-end, et puis voilà, des gens qui sont venus même de Bourgogne, de Dijon, qui sont venus faire du VTT chez nous. Donc voilà, on se dit qu'on est sur le bon positionnement, en tout cas pour faire connaître l'offre vélo. On est aussi sur la bonne date d'ouverture de saison et de lancement d'ouverture du bike park. Donc voilà, c'était une belle expérience qui sera reconduite l'année prochaine. Et puis je crois qu'il y a aussi d'autres événements. Oui, bon là on a un trail comme beaucoup de stations, mais je voulais surtout vous parler du Tour du Mont Blanc Cyclo qui est organisé chez nous depuis une dizaine d'années par une société qui s'appelle Golazzo, qui a organisé aussi il y a quelques années la Marmotte, je crois. Et le Tour du Mont Blanc, donc c'est 300 km, c'est 9000 mètres de dénivelé. Ils partent le samedi matin à 5h30 des saisies. Voilà, ils font le Tour du Mont Blanc. Ils passent par la Suisse, l'Italie, et ils reviennent aux saisies 20 heures après, 24 heures après. Voilà, c'est à peu près 500 participants. Donc c'est vraiment de l'ultra-endurance en cyclo, mais c'est aussi une belle manifestation qu'on a plaisir à accueillir tous les ans. Et là, par contre, ça vient de toute l'Europe. D'accord, ouais, vraiment très spécifique. Et puis bien sûr le Tour. Oui, et puis cette année, j'ai envie de dire, c'est double touch. On a l'étape du Tour qui passe chez nous le 20 juillet. On a un ravitaillement ici, là, devant le bâtiment du Signal, qui est le premier ravitaillement solide. Donc on attend apparemment 17 000 participants. Et puis quelques jours après, on aura les pros qui vont passer le 25 sans s'arrêter. Il n'y aura pas de ravito, qui passent par le col de Saisie. Donc voilà, deux belles occasions avec ce Tour de France qui passe chez nous cet été. Bon, on voit qu'au-delà de l'image qu'on en a, il y a vraiment un effort, une stratégie, voilà, un engagement très, 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 très clair autour du vélo. On continue avec quelques chiffres. Et là, on va donner la parole à Olivier, peut-être, à Mickaël, pardon, peut-être. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail du business model côté exploitant du domaine, le graphique de gauche, vous avez le chiffre d'affaires global de nos activités. Il y a eu un vrai changement de paradigme depuis qu'on a vécu le Covid. Il y a eu un vrai électrochoc à ce moment-là. Et depuis, on est dans une continuité de développement. On a atteint pour la première fois 950 000 euros. On était à peine 600 000 euros en 2020. Régulièrement, par contre, on vient réaliser des aménagements. En 2020, on a créé le Balcon sur le Mont Blanc, qui est une plateforme panoramique tout en bois destinée à la clientèle contemplative et qui devait donner un intérêt à drainer du client, qu'il soit piéton, vététiste,
peu importe son mode de mobilité, pour valoriser un de nos points de vue. Ça vit très clairement l'hiver et l'été. En 2022, on a créé un parc de loisirs, le parc des Elfes, qui est une surface aménagée dans 7000 m² de forêt, avec le principe, c'est des aménagements au sol, dans les arbres, avec des trop gros trampolines, ce genre de choses, mais le principe sans EPI, la sécurité gérée à 100%, pour que tous les usagers puissent en bénéficier. Et puis cet été, on ouvrira dans 15 jours un nouveau parc de loisirs qui verra le jour sur l'espace Erwinac, qui est le cœur de notre station, juste à côté de notre luge 4 saisons, qui existe, elle, depuis 2009. Donc, vous voyez, on est sur de l'action régulière pour venir écrire l'histoire et en fait venir étoffer l'offre. L'activité VTT représente 2/3 des passages générés sur nos remontées mécaniques. On a une véritable capacité, c'est ce qu'on a remarqué au lendemain du Covid, sur la capacité à développer par contre l'accessibilité piéton, avec vraiment une offre grand public. Le VTT, en effet, comme l'évoquait Olivier, on cherche à avoir dans nos pistes de VTT, avoir une offre type piste verte, grand public, au maximum accessible. Ça, c'est notre marque de fabrique. On a la chance d'avoir un terrain qui s'y prête, hein. On n'est pas sur du rocher ici, de l'aménagement dans la terre, qui facilite grandement les choses. Et donc ça, c'est une vraie marque de fabrique et on souhaite que des enfants et des familles puissent se rendre et utiliser l'outil. Donc ça fonctionne. Le VTT représente un peu moins de 300 000 euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas la totalité du chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est l'ensemble. Et c'est l'ensemble de ces activités qui se développent qui fait que petit à petit, on arrive à franchir des étapes. Et quand au début, les remontées mécaniques ont ouvert avec une seule remontée mécanique 2 jours par semaine, aujourd'hui, on est sur 3 TSD6 qui fonctionnent, qui ne ferment plus le midi, alors qu'il y a encore quelques années de ça, certains fermaient le midi, qui permettent de venir mettre 2 portes VTT là où il n'y en avait qu'un auparavant. Et c'était des demandes des sociopros, notamment des écoles de vélo, puisqu'on a des écoles de vélo qui sont rattachées en fait au magasin pour avoir l'organisation de l'offre et de l'encadrement qui va en plus du matériel. Donc c'est tout ça qui fait que ça nous permet d'avoir une offre à la fin qui ressemble à quelque chose, qui montre en même temps. On a la chance d'être sur la route des Grandes Alpes, comme le disait Olivier. Et donc nos appareils traversant cette route, ça donne une impression de vie quand on traverse et ça donne l'envie de s'arrêter. Donc on est là-dessus. Malgré tout, pour pondérer tout ça, à l'échelle de notre société, le chiffre d'affaires de l'été, c'est 3,5% de notre chiffre d'affaires de l'année. Donc quand je dis qu'on y met la sueur et les gouttes, aujourd'hui, on en est là, on y met beaucoup d'énergie, on investit beaucoup dessus, on aménage régulièrement, mais il se passe des choses. L'avantage, c'est qu'il y a un vrai effet où on peut venir mobiliser notre organisation de l'hiver qui est très structurée et mettre des moyens pour venir staffer l'été. Et puis, il y a des choses qui existent. Un exemple, je ne vous en donne qu'un. On a créé un poste de chargé de mission diversification touristique au sein de notre société depuis décembre dernier. Et ce n'est pas pour rien. Donc voilà, on investit dans l'avenir et c'est ça qui permet d'avancer plus vite. Et on l'a fait parce qu'on trouvait qu'on n'allait pas assez vite, alors qu'on a des moyens et que les moyens de l'hiver doivent servir aussi à ça. Quelques mots sur le bike park. Donc le bike park, c'est 14 pistes de VTT, 3 télésièges débrayables. Les principaux, le Cher du Beurre et les Jets, c'est là où l'offre est essentiellement concentrée. Le télésiège de Bizane, l'offre est plus réduite. On est sur une seule piste de VTT desservie. C'est lié au contexte de cette zone-là où on est essentiellement vraiment dans l'alpage. Hein. Un dénominateur important à avoir en tête, c'est qu'on est dans le contexte AOP Beaufort ici. On a 25 exploitants agricoles sur notre territoire. Et donc l'activité VTT doit être aménagée et se faire en bonne cohabitation et concertation. Sinon, on va au clash et ça se passe très mal. Aujourd'hui, on a un responsable du bike park. Une de ses missions, et elle est permanente, c'est le lien en continu avec les alpagistes, déplacer les parcs, être capable d'avoir le contact, fait que derrière, on démine le terrain et que ça se passe bien. Donc une offre avec des vertes, hein, elles sont pas mineures et on a une vraie offre de ce côté-là. Et puis on essaye de répondre à la totalité de la demande. L'offre sur Bizane a été créée en 2019, en fait, puisqu'en 2019, le télésiège de Les Jettes a été reconstruit. On était sur un télésiège 4 places fixe auparavant. On a construit un nouveau télésiège 6 places débrayable. Et à l'époque, la volonté a été plutôt que d'avoir une saison réduite, ça a été de dire
il faut venir aménager une offre minimale, donc aménager une nouvelle piste sur le télésiège de Bizane pour avoir quand même 2 télésièges qui tournent sur cette saison-là. Et après, le choix qui aurait pu être fait, c'est on revient à uniquement 2 appareils qui tournent. Non, le choix qui a été fait à l'époque, ça a été de dire on garde la ligne directrice et c'est les 3 appareils centraux qui fonctionnent. Tout ça fonctionne grâce à 5 bike patrol. On a un responsable et 4 bike patrol derrière. Donc, ils ont des diplômes, ce qu'on appelle un CQP derrière. Et puis également, on a un péliste. Ça, c'est un vrai métier. L'aménagement, le façonnage des pistes, on passe par des pros là-dessus. Et donc, c'est leur métier. Aujourd'hui, on n'est pas sur des bike patrol qu'on essaye de former péniblement sur une pelle mécanique. Non, c'est des pélistes qu'on recrute et qui ont une approche et une sensibilité à venir façonner et aménager de la piste ludique et encadré par les bike patrol en termes d'aménagement. Donc on est sur cette approche-là. Un changement important, il est depuis l'été 2023, puisque le bike park à l'époque a été créé par le CIVOM des saisies. C'est le CIVOM qui est venu amener des moyens financiers. La mission était confiée dans le contrat de DSP d'Olivier, de la SEM Les Saisies Village Tourisme, qui avait la mission d'aménagement et de portage de l'activité. Et puis on était à la limite du système, parce que Olivier avait que les Pas de charges. moyens. Nous, on avait les recettes derrière. Et donc, en 2023, la décision a été prise avec les élus de transférer l'activité, de la passer en direct dans notre giron, tout simplement parce qu'on était à la limite du système et que pour aller plus loin et pour avoir des moyens, des moyens suffisants, techniques, matériels, financiers, pour faire de la qualité, il fallait que ça bascule chez nous. On reviendra tout à l'heure sur le binôme entre Olivier et Mickaël, parce que ici, ça fonctionne très bien, tous les deux. Là, ça se voit d'ailleurs dans la prise de parole. Ce n'est pas forcément le cas partout. C'est bien juste sur le bike park qu'on essaye de se repérer par rapport à l'environnement dans lequel. Où est-ce qu'on se situe là par rapport? Alors là, on est où à gauche, c'est où on est le col des saisies. Ouais. Si on regarde dans ce sens-là, Ouais. là, on a le sommet du Char du Beurre Ouais. avec la Légette et derrière nous, D'accord. le Mont Bizane. Donc le plan, il est inversé par rapport à notre C'est ça. situation à nous. Hein. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Encore quelques mots de présentation sur, justement, tu l'évoquais, la cohabitation. C'est peut-être bien de... Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, à la fois des sujets de cohabitation avec le monde agricole, on en a parlé. On a travaillé très fortement, mais pas tout seul là-dessus. On est accompagné par la Société d'économie alpestre, la SEA 73, avec qui on travaille main dans la main là-dessus. Et on a travaillé à venir créer des supports en fait, pédagogiques de sensibilisation. On travaille avec eux aussi et nous accompagnent dans le cadre des relations directes avec les agriculteurs, parce que le message n'est pas toujours évident. Des fois, c'est compliqué avec certaines personnes. Donc aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Et puis aujourd'hui, il y a des vrais enjeux de cohabitation aussi, interactivité. Les piétons avec les vététistes, avec les voitures, avec tout ce qu'on connaît. Donc ça, c'est un sujet à ne pas négliger. Et on doit aujourd'hui être capable de gérer les activités et de leur définir des zones d'activité dédiées et de gérer les conflits d'usage, les croisements. Ça, c'est un indispensable. Autre chose également qui a été assez fort sur notre territoire, depuis quelques années, on ferme les accès routiers au sommet de nos montagnes. Il y a des routes goudronnées qui donnent l'accès. Et pourtant, sur les périodes de forte fréquentation, en juillet et août, les routes sont fermées soit par une barrière, soit par un arrêté restrictif d'autorisation de circulation. Il y a un aspect gestion répressif avec la police municipale, tout simplement parce que pour nous, on était en dehors du sens touristique, des nuées de bagnoles au sommet de la montagne avec vue sur le Mont Blanc et qui se garent au milieu des alpages. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On a une chance avec Mickaël, c'est qu'on est arrivé sur la station il y a 6 ans et il y a 5 ans et demi, donc à 5 mois d'intervalle et 6 mois d'intervalle, et on s'en a fait tous les deux le même constat. On avait au sommet du Char du Beurre, enfin, juste avant au Benetton, jusqu'à 280 véhicules garés et des camping-cars qui montaient jusqu'au sommet de Bizane aussi, enfin, tout l'été. Enfin, je veux dire, au milieu des alpages, ça n'avait aucun sens. On voulait en plus rentrer dans les démarches Fauconvert, on s'est dit on est juste incohérent. Donc on est allés tous les deux au combat vis-à-vis des élus, enfin en tout cas interpeller les élus sur le fait qu'il fallait faire fermer ces routes qui n'avaient jamais été fermées depuis toujours. Et on a réussi effectivement à les convaincre. Aujourd'hui, on est ravis de cette décision. Juste, je reviendrai aussi sur le conflit d'usage. Aujourd'hui, Mickaël l'a dit, on a des piétons, on a des vététistes, on a des cavaliers, on a des agriculteurs qui travaillent sur cette montagne, donc il faut faire cohabiter tous des marcheurs, faire cohabiter toutes ces catégories de personnes.
Et moi, je m'astreins aussi à refuser les nouvelles demandes d'activité. On a eu des demandes de buggy, on a eu des demandes de motos électriques, on a eu des demandes de cartes électriques. Enfin, on a eu plein de demandes. On nous dit c'est de l'élec, c'est de l'élec. Oui, mais aujourd'hui, non, parce qu'on a déjà à gérer tous ces usagers. Et aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'en rajouter parce que les conflits d'usage sont déjà suffisamment importants. Donc voilà, on a aussi cette vigilance ne pas aller au-delà et proposer trop d'activités sur nos sentiers parce que ça bouchonne, c'est plus possible. Merci à tous les deux pour cette première présentation de la station. Je vais revenir au début de la présentation. Je vais passer le relais à Élodie pour évoquer plus la partie économique. Eh ben, merci à vous pour cette présentation très complète. Ça nous permet déjà vraiment de poser un contexte clair sur les raisons du succès des saisies en été. Je crois que vous nous avez déjà livré des ingrédients vraiment qu'on peut retenir sur la réussite de votre saison estivale. Moi, j'ai vraiment retenu votre volonté d'accessibilité. Alors, à la fois facilité par votre emplacement, votre terrain d'origine, mais aussi par tout ce que vous mettez en place pour accueillir chaque type de clientèle. Je retiens la diversification de vos activités, un élément, je pense, qui est important l'hiver, mais essentiel et inévitable l'été. Et puis, j'ai beaucoup entendu aussi, c'est cette synergie entre vos différents services, entre les acteurs locaux. Et je pense que ça explique beaucoup de choses dans votre position aujourd'hui, peut-être leader dans le développement de l'été. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail. Vous avez évoqué beaucoup de choses et on va essayer d'approfondir certains points autour du vélo. Et pour commencer un petit peu le nerf de la guerre, la partie économique, parce que c'est bien beau et vous l'avez dit, vous avez sué pour tout ça. Mettre en place, développer le vélo en montagne, on a bien compris que c'était chouette, mais c'est pas miraculeux, ça se fait pas tout seul et ça demande beaucoup d'efforts humains et d'efforts financiers. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut considérer que le vélo est simplement un produit d'appel ou est-ce que c'est vraiment une orientation stratégique de votre station? Non, c'est absolument pas un produit d'appel, c'est un positionnement stratégique pour notre station, surtout l'été. Qu'aujourd'hui, on voit effectivement que nos clients qui viennent faire du vélo, qui viennent à la journée ou qui viennent en séjour, consomment, s'hébergent sur la station. Donc aujourd'hui, tous les acteurs économiques, j'ai envie de dire, bénéficient de cette clientèle. Donc aujourd'hui, c'est un vrai positionnement stratégique. Je vais parler des points de progrès, parce qu'on n'est pas positif sur tout, et je vais parler des points de progrès. Aujourd'hui, on a encore des efforts à faire, notamment pour encore mieux accueillir nos cyclistes, notamment chez les hébergeurs. Aujourd'hui, on a encore des hébergeurs ou des hôtels qui n'ont pas de local à vélo sécurisé ou qui ne peuvent pas permettre aux clients de monter leur vélo dans les appartements, parce qu'aujourd'hui, on a des vélos qui sont chers, notamment je pense aux vélos de route, qu'on ne peut pas laisser dans un local commun. Donc là, on a encore à accompagner nos hébergeurs pour évoluer là-dessus. Je pense aussi à l'activité de bikepacking, où aujourd'hui on a de plus en plus de cyclistes qui passent et qui ont tout leur barda sur eux, enfin un barda minimaliste. On n'a pas de possibilité de bivouac aujourd'hui sur la station. Voilà, on a des aires de camping-car, mais on n'a pas de camping, ou alors il est un peu excentré. Et là, il y a aussi un enjeu pour réussir à accueillir cette clientèle. Mais oui, c'est un vrai positionnement stratégique parce qu'aujourd'hui, ça irrigue tous les acteurs économiques, les restaurateurs, les hébergeurs, les magasins de sport. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. OK. Et j'ai bien compris, et je pense que ça semble évident, les investissements réalisés l'été peuvent se faire grâce à l'hiver, finalement, qui est aujourd'hui la période rentable dans l'année. Comment sont votés ces investissements? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'avancer et de mettre suffisamment de moyens pour développer un bike park comme vous l'avez fait, par exemple? Non, on n'a pas de gros point de blocage là-dessus. Après, on ne peut pas dire qu'on est vraiment ce qu'on appelle un schéma directeur d'aménagement phasé à 10 ans qui dit en telle année, l'année prochaine, on fera ça, ce genre de choses.
Aujourd'hui, on n'en est pas. On n'est pas structuré de cette manière-là autant qu'on l'est l'hiver. L'hiver, on le travaille beaucoup plus. On n'est pas non plus sur le même type d'aménagement. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas être timide. Il a un autre message là. Mais à aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de mettre une somme pour que ça marche. Quand on regarde la valeur des aménagements qu'on réalise l'hiver, le montant financier qu'on met dedans, si on y va de manière un petit peu trop timide sur l'effort financier et l'approche en termes d'aménagement, je pense qu'on rate quelque chose. Et on le voit un peu trop souvent. Donc à aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on est hyper rentable. C'est notre scénario chez nous. On a la maîtrise de notre destin. Ça, c'est une volonté de nos élus. Hein. Aujourd'hui, ils ont la maîtrise sur notre société, puisqu'on est une société privée, mais à capitaux 100% publics. Les actionnaires de la SPL sont les communes. Et donc, du coup, ce qu'ils nous demandent, c'est de réinvestir la totalité de notre rentabilité pour le territoire. Et donc, à aujourd'hui, ils sont très à l'écoute. C'est nous qui sommes énormément en force de proposition en termes d'aménagement. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir régulièrement de la nouveauté. Ça, c'est indispensable pour essayer de fidéliser des clients. Voilà, on vise essentiellement, et ces dernières années, on a un peu moins agi sur le bike park par rapport à ce qui a été fait, parce que ce n'est pas la première année où on a 14 pistes de VTT. Sur le bike park, c'était déjà le cas depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une notion de mettre suffisamment de moyens pour bien entretenir les pistes existantes, plutôt que de vouloir être dans le mode d'expansion, d'aménagement du côté du VTT et de l'activité, parce que mine de rien, elle coûte cher à exploiter, cette activité. Et aujourd'hui, en fait, on est venu sécuriser notre modèle par des aménagements qui sont vraiment des aménagements à caractère de loisirs familiaux, qui se pratiquent vraiment avec les familles. Et donc là, on va ouvrir un deuxième parc de loisirs. C'est dans cette notion-là. Ça nous permet de définir un socle minimal qui permet d'avoir, et c'est ce qu'on vise, on veut avoir un minimal le petit équilibre. Nous, on ne peut pas se permettre de bouffer la baraque avec ce qu'on fait l'été, donc il ne faut pas se planter. Et il faut être capable de répondre à la totalité des clients. Tous les clients ne monteront pas sur un vélo. Ça, c'est clair. C'est quand même une activité sur laquelle les clients ont un peu d'appréhension. Le VTT de descente, on n'est pas comme sur du ski où on tombe sur de la neige et ça amortit, quoi. Donc, il y a une notion aussi d'approche avec tout l'équipement. Je pense que Sandy en parlera mieux que moi, mais les équipements de protection, ce genre de choses, ça peut faire un peu peur. C'est là où je pense que l'aspect aussi d'encadrement est d'autant plus important, comme pour le ski. C'est hyper important de ne pas y aller la fleur au fusil comme ça, parce que ça peut vite mal se passer. Et donc, du coup, on est sur cette approche-là. Et aujourd'hui, on a le socle qui nous permet d'avoir ce petit équilibre sans problème et d'investir. Quand on investit cette année, quand on fait le parc de loisirs, là, c'est 500 000 € qu'on met sur la table. Par contre, l'aménagement qu'on réalise, il a une vocation avant tout estivale, mais on a tout de suite pensé à son exploitation, utilisation sur l'hiver également. Au maximum, on essaye de réfléchir à ça. Aujourd'hui, on a la chance aussi que nos structures porteuses, les artères de notre domaine skiable, sont toutes modernes. Les 3 TSD6, là, c'est des artères et ils ne sont pas vieux, les appareils, ils sont parfaitement adaptés. Donc, on cherche à venir créer des points d'attractivité qui sont complètement différents les uns les autres des différents spots qu'on aménage. Et ce qui est certain aussi, c'est que notre approche, c'est qu'on ne veut surtout pas du copier-coller des stations les uns les autres. Ça, à bas, ce genre d'approche, il faut que ça colle à l'image du territoire, aux forces. Et aujourd'hui, on met une importance importante, une importance forte dans l'aménagement. L'aménagement qu'on réalise là, qui est cœur station sur le col des Saisies, c'est tout en bois, c'est pas pour rien. Ça sera à 100% démonté pour tout ce qui est sur le front de neige, parce que c'est indispensable pour que l'hiver fonctionne. Et on veut que ça s'intègre parfaitement dans le paysage. On ne veut surtout pas qu'il y ait des verrues dans ce superbe décor qui nous entoure, parce qu'en fait, il faut venir révéler les atouts de la montagne. On a juste un cadre magique. Donc, on en est là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne réaménagera pas des pistes de VTT supplémentaires à l'avenir, mais on pense qu'il faut y aller petit à petit. Par exemple, il y a un appareil qu'on a fait en 2021. On a encore discuté hier soir, parce qu'on avait un comité station avec les sociopros. On nous demande de l'ouvrir l'été. L'appareil, c'est une télécabine. Il a été fait pour ça, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de l'ouvrir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, l'ingrédient pour qu'on ne bouffe pas la baraque. Donc,
c'est petit à petit qu'on écrit l'histoire. OK, super. Et alors pour que tout ça, ça fonctionne, ça a été évoqué aussi, ben, on a besoin des commerçants, hein, c'est une part importante de l'écosystème. Aujourd'hui, Sandy, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de l'activité estivale dans ton magasin et ensuite plus particulièrement autour du vélo? Merci Elodie pour la prise de parole. Donc déjà, juste pour me présenter, Sandy Battendier, avec mes sœurs, nous co-gérons en fait l'entreprise familiale qui est sous l'enseigne Intersport, créée par mes parents il y a plus de 45 ans. Donc vous l'avez bien compris, c'est quand même un vrai challenge aussi que de suivre en parallèle toute l'évolution de ce qui est mis en place par l'intermédiaire aussi des remontées mécaniques et de la SEM. Donc nous, on se doit dans un premier temps, d'avoir une offre qui soit l'équivalence, qui soit équivalente à l'ambition et aux investissements qui sont mis en place sur la station. En ce qui nous concerne, donc nous, on a eu fait du vélo il y a très longtemps. Il y a une quarantaine d'années, mon papa avait essayé de mettre en place le VTT. C'est quelque chose qu'il a réussi à maintenir, on va dire, pendant une quinzaine d'années. Après, il y a vraiment eu une décote du vélo en montagne, hein. Ça s'est réveillé avec voilà, l'ouverture un peu des bike parks il y a peut-être 25 ou 30 ans sur des stations comme les Deux Alpes, les Gets, Châtel, qui ont été, je pense, quoi qu'il en soit, des stations qui nous ont fait réfléchir il y a une quinzaine d'années à nous lancer dans tout ça. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, bah, il y a eu une vraie fenêtre de tir pour nos magasins en station qui, jusqu'à ce moment-là, n'étaient que des magasins de sport traditionnels tournés autour de la randonnée. Nous, on a la chance d'être sur un lieu de passage, de grand passage. Donc, on avait une offre, on va dire, relative, rien à voir peut-être avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, le vélo, c'est surtout développé, on va dire, en parallèle ou redéveloppé. J'ai d'autres collègues qui avaient maintenu cette offre avant aussi, mais c'était beaucoup plus intimiste. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai essor qui s'est développé. Ça nous a demandé aussi une restructuration un petit peu globale parce que c'était presque un peu un nouveau métier. On se transformait de magasin de sport vraiment typé hiver avec désormais une vocation un peu plus vélociste. Donc il a fallu quand même malgré tout avoir une vraie montée en compétences autour de tout ça parce que ça reste quelque chose d'assez technique. Donc se former à la mécanique, se former à ce monde du vélo qui est quand même un sport à part entière. Donc ça passe par toutes ces phases-là. Et c'est de l'expérience qui est accumulée quand même d'année en année. On monte une équipe, on forme ses salariés, on fait évoluer la discipline aussi en fonction de l'offre qui est proposée sur la station. Donc on a commencé avec des VTT bien sûr semi-rigides, tout suspendu. Les évolutions qu'ont pu avoir les marques nous ont amené à aussi monter en gamme vis-à-vis de tout ce matériel. Aujourd'hui, ben, vous connaissez les vélos, hein. On a des gros vélos de descente avec des débattements de 200 mm. On a des vélos électriques qui sont aussi revenus remodelés. En plus de ça, notre offre, il y a une petite dizaine d'années maintenant, il a fallu qu'on s'adapte à tout ça. Et il a fallu qu'on investisse de la même manière. Il a fallu se créer vraiment euh, voilà, un fonds de roulement autour du vélo. Ça prend du temps. C'est quand même des investissements qui sont assez colossaux. Si on doit ramener ça aux investissements qu'on fait l'hiver par rapport à l'activité qu'on fait l'hiver, c'est pas du tout les mêmes ratios, c'est pas du tout la même rentabilité. Et on est beaucoup plus sur les ratios que Mickaël a pu présenter concernant la location de ski. J'aurais quelques chiffres s'il fallait développer, mais on est vraiment sur des ratios qui sont plutôt en parallèle malgré tout de la progression que tu peux avoir, avec quand même un gros investissement. Donc tout ça pour dire que malgré tout, c'est pas un Eldorado non plus, hein. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande aussi de s'investir à titre socio-professionnel dans le schéma, on va dire, global du territoire.
Il faut que le socio-professionnel soit un réel ambassadeur aussi de sa marque, des activités qui y sont présentes. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit en ce moment une belle réussite, hein, mais il faut surtout pas s'endormir. On voit qu'il y a des stations qui avaient pris un petit peu du recul, je pense aux Deux Alpes, hein, qui sont en train de vraiment de remettre aussi le paquet sur le vélo. Ça a été un peu la mecque du vélo pendant de nombreuses années. Ça reste un milieu qui est concurrentiel. Nous, on a vraiment la chance de vivre dans un environnement, j'aime à dire que c'est la porte d'entrée des sports outdoor. C'est vrai que nous, on a tendance à pouvoir faire découvrir un nombre incroyable de sports outdoor sur notre territoire. C'est vraiment notre chance. On sait que ça fait partie de notre ADN. Maintenant, c'est à nous de le sublimer. Je pense que c'est ce qu'on fait en ce moment. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de cohésion, forcément avec des bonnes choses, des choses plus compliquées, mais voilà. Surtout ne pas dire que ça se fait du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, avec de grosses volontés privées et publiques, et puis des gens aussi performants qui ont une vision et qui accompagnent ce territoire, voilà, sur du long terme, avec ces problématiques aussi de transition écologique, structurelle, sociétale, qu'on connaît aujourd'hui. Complètement. Et on en revient encore à cette accessibilité, cette diversification, cette synergie entre les acteurs. Et aujourd'hui, l'été, toi, ça représente quoi exactement dans ton année? Alors nous, l'été, dans la physionomie de nos magasins, nous, sur les 4 magasins qu'on possède sur la station, on a 2 magasins qui sont vraiment sur l'artère principale que l'on maintient ouvert l'été. Les 2 autres, il y a pas vraiment d'intérêt à les ouvrir sur l'été. Nous, ça représente à peu près 12,5, 15%, ça dépend des années. Je parle en global, hein, vraiment, l'ouverture des magasins de notre chiffre d'affaires global. Donc ça reste quand même, c'est pas grand-chose, hein. On pourrait se dire que des fois, on aurait meilleur temps d'être en vacances, parce qu'au vu de l'investissement que ça redemande et les achats et voilà, tout ce qu'on connaît, je pense que la rentabilité de l'entreprise, serait tout aussi bonne à ne pas ouvrir l'été. Maintenant, ce rôle d'ambassadeur, voilà, nous, on vit sur notre territoire, on habite sur le terrain de foot, et on se doit d'être ouvert parce qu'on est présent sur l'artère aussi principale. On a ce rôle-là, pour accueillir notre clientèle, d'avoir une offre, d'être achalandé, de manière à répondre à toutes les demandes des gens qui viennent, en vacances, au Cési. Le vélo en particulier, va représenter, à peu près 6 de l'activité, location, globale sur Année, l'année. à l'année. Donc, Ok. de la même manière, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, pour malgré tout pas une très grosse rentabilité. Bah, Il faut dans pas ton raisonner cas, que comme ça, hein, mais, tu as un parc de combien de vélos, toi, en nous, on est magasin? entre 150 et 170 vélos. Ouais, donc c'est Ça va c'est dépendre pas rien. les années, qu'on essaye, de maintenir forcément, de bonnes quoi, d'avoir un parc de vélos récent, le plus récent possible. Donc ça demande aussi d'avoir, des vraies filières, par rapport à la vente d'occasion, des choses qui se font via des professionnels, qui se font, aussi en direct. Ça, c'est un autre point parce qu'on arrive, sur un marché qui commence vraiment à être mûr, et ça se complique aussi également maintenant, hein. Beaucoup de gens sont équipés, et c'est compliqué. Et si je peux encore dire une chose, on essaye justement d'avoir un parc de vélos qui corresponde à notre bike park, surtout pour tout ce qui n'est pas électrique. Et c'est vrai que les gens qui viennent euh, n'ont pas besoin d'avoir ce genre de vélo dans leur garage le reste de l'année. Donc nous, forcément, on investit dans ce parc de vélos, on les a à la location. Euh, mais c'est beaucoup plus compliqué de les revendre derrière puisqu'ils n'en ont pas une autre utilité que quand ils sont sur site, quoi. Et aujourd'hui, on a bien compris l'importance des investissements sur l'été. Est-ce que, sans parler forcément de rentabilité, mais est-ce que tu estimes que tu arrives à l'équilibre à la fin de ta saison d'été? Oui, aujourd'hui, on parle d'équilibre, mais c'est vraiment, il faut arriver à créer un écosystème. Nous, on a été les premiers à mettre en place avec Jérôme Casagrande, qui est présent aussi ici, une école de vélo en collaboration avec notre magasin. Donc, on essaie de coller aussi à cette ambition qu'a la station, c'est-à-dire faire découvrir un sport, voilà, être primo-accédant dans un sport. Donc, on a corrélé nos forces pour encadrer un maximum de gens sur le bike park pour leur faire découvrir ça. Et ça a vraiment été une très grande force, et du moins, ça a été un vrai levier de croissance euh,
pour l'été. Ok, super. Et une question. Label MCF, j'avais oublié de le dire, c'est important parce que c'est quand même le label le plus représentatif aujourd'hui des écoles de vélo en France. Tout à fait. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore une fois, on en revient à cette synergie, l'importance de coopérer entre les différentes compétences en fait dans la station. Sur le plan économique, et vous l'avez évoqué chacun à votre tour un petit peu, en termes de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, c'est beaucoup de technicité le vélo. J'imagine que dans toute la partie aménagement, sécurité, c'est le cas également. Est-ce qu'il y a une transposabilité de vos équipes hivernales sur l'été? Est-ce que c'est un renouvellement complet de collaborateurs? Et comment vous faites monter en compétences pour arriver à ce qu'il faut? Alors, je disais tout à l'heure, on a 5 bike patrol, un péliste. Il y en a 2 qui travaillent chez nous l'hiver dans cette équipe, qui travaillent soit en montée mécanique ou aux pistes au damage en parallèle. Donc, une des vocations, on n'en a pas parlé, mais le développement l'été permet aussi de fidéliser des collaborateurs. Aujourd'hui, nous, on a de l'emploi qui se développe. On est à 40 saisonniers l'été maintenant. Donc, du coup, ça se développe quand on est 215 l'hiver. Donc, ça permet de fixer du monde sur le territoire. C'est un vrai plus. C'est des métiers spécifiques. Ils ont ce qu'on appelle un CQP Bike Patrol. Donc, c'est une formation qualifiante qu'ils suivent. On a la chance que cette formation, en fait, ça fait des années qu'elle se déroule et qu'elle s'organise sur le territoire des saisies. En fait, donc, on en a eu encore une au printemps, là. Donc ça, des fois, quand on peut avoir besoin de recruter un collaborateur, c'est une chance d'en avoir des tout fraîchement diplômés qui peuvent être sur le territoire. Et après, généralement, ils ont d'autres activités, mais on est très clairement sur des passionnés. Moi, très souvent, je les compare aux shapers de snowpark l'hiver. C'est exactement la même fibre. Ce sont des pratiquants. Ils adorent ce qu'ils font. Ils n'ont pas peur de suer et de se faire mal. Donc ça, c'est une vraie chance d'avoir ce type de collaborateurs. Et puis, plus ça va, plus on les accompagne. Donc, on va les accompagner en termes de formation. Donc, par exemple, sur de la technique à utiliser, par exemple, une tronçonneuse. Pas se faire mal quand on coupe des arbres, ce genre de choses. C'est pas accessoire. Donc ça, c'est le type de formation. Après, on a la chance d'avoir des compétences dans nos équipes. Je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un péliste, en fait, qui est vraiment quelqu'un de métier, qui a travaillé dans les travaux publics. Et donc, du coup, il a un vrai savoir-faire de base. Et derrière, nous, ce qu'on recherche, c'est la fibre, en fait. C'est l'appétence par rapport au type d'aménagement, parce qu'on est sur de l'aménagement quand même qui est très, très spécifique. Ce n'est pas tous les pélistes à qui ça va plaire de venir aménager des pistes de VTT. Il y en a certains, ils préfèrent être au volant d'une pelle de 25 tonnes ou une 40 tonnes pour faire des gros mouvements de terre plutôt que d'être dans une mini-pelle qui va venir prendre beaucoup de temps à aménager au mètre carré, quoi. Donc ça, c'est une véritable chance. Et puis après, je pense que ce qui aide aussi, c'est qu'on n'a pas de mal à les fidéliser. On a plutôt une fidélité. On en a un, par exemple, qui est pisteur à Arèche, chez Jérôme, l'hiver, et qui est chez nous l'été. Donc voilà, ça permet de faire garder quelqu'un sur le secteur du Beaufortain. Et puis, je pense qu'une des chances, c'est l'équipe était plutôt ravie que la SPL récupère l'activité depuis 3 ans parce qu'ils voyaient les limites du système et les limites des moyens qui étaient les leurs. Et quand on les a intégrés chez nous, ils bénéficient de toute notre structuration derrière. Donc, on a des moyens humains, des moyens matériels, on a organisé derrière, on a des moyens financiers. Donc, ça aide aussi à donner de la pêche, de la motivation et à se dire on va être capable d'aller plus loin demain. Et il y a une feuille de route qui est écrite et on n'est pas là par hasard. Il n'y a pas de secret. Et toi, Sandy, en magasin, est-ce que le recrutement, c'est déjà une difficulté l'hiver? Et c'est vrai que c'est très important ce que tu dis sur cette fidélisation, cette possibilité de donner un travail parfois à l'année ou au moins d'assurer 2 grosses saisons. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu arrives à fidéliser tes collaborateurs Alors, hivernaux sur l'été? Concernant l'activité, on va dire globale, nous on est une quinzaine à travailler l'été quand on est
près 45 l'hiver. Sur la quinzaine, l'été, on a une équipe de vendeurs-vendeuses qui sont aux 3/4 en fait sur les 2 saisons. Et concernant l'équipe de mécano, qui est à peu près qui est composée d'à peu près 6 personnes, on en a la moitié qui sont des salariés qui sont aussi là l'hiver, soit qu'on avait recruté du fait de leur biqualification, on va dire hiver-été, avec le CQP mécano vélo également. Et puis des jeunes qui on a maintenant depuis 3 saisons, qui eux sont encore en études la plupart du temps et qui viennent passer 2 mois en saison parce qu'ils sont fans de vélo, et qui reviennent nous voir là. Donc on a quand même une vraie synergie qui se fait entre l'hiver et l'été grâce à l'activité en elle-même. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de profils que l'on voit passer aujourd'hui qui sont en magasin l'hiver et qui se sont formés quand même pour être présents dans les magasins l'été. Donc on manque pas forcément on va dire de profil. Maintenant, voilà, il faut tomber sur les personnes. Faut tomber sur les bons et il faut, voilà, faut voilà, réussir après, à les attirer avec, voilà, mais après, voilà, on a avec les aussi bons ce arguments. rôle que de former ces gens-là aussi en magasin et de les faire monter en compétences. Donc nous, on n'hésite pas à prendre des jeunes gens et leur faire découvrir le métier, leur faire aimer ce monde-là et et faire naître des vocations. Ok, super. Le temps avance, donc je propose qu'on passe, qu'on avance un petit peu. On reviendra peut-être sur des questions après, sur des questions économiques que vous aurez certainement. Brice, je te laisse la parole pour évoquer un autre aspect important, parce que c'est bien de mettre en place beaucoup de choses, mais c'est de savoir le faire vivre une expérience fluide à nos clients. Donc, je te laisse la parole sur l'expérience client. Merci. Effectivement, sur l'expérience vélo, tu l'as évoqué, l'enjeu de l'hébergement. On a des vélos qui coûtent cher, on n'a pas évoqué le prix, mais je pense que c'est important de le rappeler à un moment donné. On a parlé des hébergements aussi type bivouac. Concrètement, moi, ce que j'aimerais comprendre, on voit comment se construit le parcours du client l'hiver. Hein, il va à son hébergement, ensuite il va voir son loueur de ski. C'est bien rodé. Comment ça se passe l'été? D'abord, est-ce qu'ils sont tous en séjour? Est-ce qu'il y en a qui viennent à la journée? Et comment vous vous adaptez, comment vous organisez les uns les autres pour répondre à leurs attentes, pour les conseiller? Parce que j'imagine que certains ne savent pas du tout comment ça se passe le vélo. Un bike park, ce n'est pas forcément accessible en ville. Donc, j'aimerais bien que chacun puisse nous expliquer quel est son rôle de conseil, d'accompagnement pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible finalement et que cette expérience vélo soit réussie finalement, que ce soit à la journée ou en séjour. Alors, la première partie du conseil, elle est sur notre site internet. Effectivement, on met toutes les activités vélo, toutes les accessibilités possibles en vélo sur la station par rapport aux activités. On parle des loueurs, on parle effectivement des écoles de VTT. Ensuite, on va permettre aussi de l'accessibilité via notre centrale de réservation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients qui vont vouloir réserver un hébergement, mais qui veulent aussi accéder à des activités vélo, on va pouvoir, via le cross-selling, effectivement, leur vendre des forfaits remontées mécaniques, les mettre en relation directement avec le loueur. Et puis ensuite, après, tout simplement, par la qualité du conseil de nos conseillers en séjour au niveau de l'Office du tourisme. Hier soir, on avait un comité station, c'est la réunion de début de saison, on réunissait 90 socioprofessionnels, on leur parlait des activités, des nouveautés de cet été. Et puis on avait G2A qui nous présentait l'étude hiver. Et sur l'étude hiver, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a une clientèle, vous l'avez vu, qui est extrêmement fidèle, 86% de clients fidèles. 50% de nos clients cet hiver sont passés à l'Office du tourisme. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Il y en a C'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a d'autres offices qui aimeraient bien avoir un Voilà, donc plus que dans d'autres stations, c'est ce qui a été dit hier soir. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, on a un enjeu, c'est la formation de nos conseillers et conseillères en séjour à l'office pour renseigner nos clients sur effectivement toutes les activités possibles sur notre station et comment accéder auprès d'un loueur, comment accéder à l'école de VTT, de vélo de la station, comment accéder aux remontées mécaniques. On va aussi, pour leur faciliter la vie, bon, je l'ai dit, par la centrale de réservation, on va pouvoir agréger des prestations.
Mais depuis 2 ans, on va, nous aussi, au niveau de l'Office du tourisme, vendre des forfaits remontées mécaniques. Voilà, on vend les forfaits piétons de Michael pour permettre à nos clients qui sont au desk de pouvoir acheter leur entrée piscine, leur forfait piéton beaucoup plus facilement que faire 4 guichets dans la station. Voilà. Donc, il y a le circuit, donc site internet, je prépare mon séjour ou ma journée, je Ouais, regarde, ma journée. et l'offre est très claire, très lisible, les différentes possibilités. Ensuite, La centrale de réservation centrale où de j'agrège réservation. un hébergement pour 2 jours Ouais. ou une semaine. Je me tourne vers Sandy. Les clients qui viennent chez toi, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils viennent louer, est-ce qu'ils sont dans une logique de découverte totale, ils ont quel niveau? Effectivement, le travail est fait au niveau de l'office. Est-ce que c'est très clair pour eux quand ils arrivent chez toi? Du moins l'hiver, ils viennent louer des skis, ça c'est clair. Oui, bah, Est-ce que c'est aussi clair l'été? alors, je trouve qu'il y a quand même vraiment aujourd'hui, en fait, il y a comment dire ça? On est en train de les formater malgré tout un petit peu à l'activité, estivale autour du vélo. C'est vrai que nous, notre rôle, ça reste, on est la plupart du temps face à des primo-accédants, surtout, concernant, les utilisateurs du bike park. Donc c'est vrai que nous, ben, de ce fait-là, comme pour l'hiver, pour le ski, on a une gamme de vélos, hein, qui correspond, autant aux adultes qu'aux enfants, à la morphologie aussi, des clients. On est là pour les conseiller et qu'ils aient des vélos qui soient, le plus, maniables possible, et c'est à ce moment-là aussi que nous, la grosse force que l'on a, c'est de travailler en collaboration plus qu'étroite avec l'école de vélo, MCF, puisqu'on essaye, la plupart du temps, de proposer en fait un accompagnement, en leur expliquant que, faire du vélo sur un bike park, c'est pas forcément quelque chose d'inné. L'utilisation, des freins de puissance, le positionnement, passer une bosse, ainsi de suite. Donc les moniteurs sont vraiment là, pour leur faire découvrir, ça, et c'est vrai qu'on se rend compte que ces gens-là, une fois qu'ils sont bien conseillés, ils ont tendance à prendre un cours et des fois revenir et après partir seuls. Et puis ceux qui veulent continuer dans leur progression, bah, continuent forcément avec leur moniteur. Donc c'est vrai on est à la base de ces conseils-là pour que derrière, ils soient orientés, vers une pratique la plus sympathique possible, et également, en essayant de faire très attention à l'aspect, sécuritaire. Puisqu'on fait quand même, le vélo de descente, c'est quand même un sport qui peut potentiellement être, traumatisant, on va dire. La chute. Donc, c'est vrai que nous, on a tout ce volet-là aussi qu'on va gérer, en magasin avec l'ensemble des protections qu'on leur loue. Les casques intégraux, les gilets de protection, les jambières, les gants, les masques, les t-shirts de vélo, quoi, toute la gamme, de tout ce que doit avoir un rider sur le dos, quoi. Donc c'est vrai qu'on est un peu les premières personnes à leur expliquer, un petit peu la notion d'utilisation du vélo sur un bike park, oui. Et après, ben, on fait appel à des professionnels qui sont meilleurs que nous, forcément, pour les encadrer et leur faire découvrir tout ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste par rapport au parcours client, à l'Office du tourisme, on vend toute la cartographie qu'il y a sur la station, aussi bien en matière de sentiers piétons que de bike park, que de sentiers VTT cross-country. Donc on a aussi un rôle par nos conseillers en séjour de détecter le type de besoin et le type de pratique qu'ils souhaitent sur la station, et ensuite de les orienter bien sûr vers les loueurs experts de la station pour trouver le bon matériel. Mais voilà, on va déjà faire, j'ai envie de dire, ce check-up de besoins pour pouvoir les orienter. Voilà. Est-ce qu'ils ont envie de faire une balade de 5 km, 10 km? Est-ce qu'ils ont envie de faire une rando de 45 km et il y aura peut-être besoin d'un guide VTT? Est-ce qu'ils veulent faire du bike park? Comment ils sont équipés? Et ensuite, on va les orienter vers les loueurs de la station. Michael, donc on voit l'information, la sensibilisation en amont, l'équipement, effectivement, un gros brief en magasin avec éventuellement un accompagnement. Jérôme, on donnera la parole tout à l'heure. Quand je suis sur site, les bike patrol, aujourd'hui, c'est quoi les retours que tu as de leur part? Quels sont
les principaux messages, quels sont les... Parce qu'ils peuvent on peut imaginer qu'ils se voient confrontés à des gens qui sont, entre guillemets, je grossis le trait, hein, mais perdus au milieu du site, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas utiliser un vélo parce qu'ils n'ont pas voulu prendre d'accompagnement. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent arriver sur les pistes. Oui, les bike patrol, en fait, ils ont plusieurs missions, hein. Ce ne sont pas que des aménageurs et C'est ça, des exactement. constructeurs. Donc, notamment à partir du moment où on est en ouverture des remontées mécaniques et qu'on n'est pas sur une phase de construction hors ouverture du domaine, on a systématiquement une partie de l'équipe qui est présente en ce qu'on appelle en patrouille, comme l'hiver, en fait, comme sont les missions des pisteurs. Et une de leurs missions, c'est d'être au contact des clients et d'avoir un rôle de conseil, en fait. Donc ça, c'est une vraie mission, mais ce n'est pas la seule mission des bike patrol. Pour rebondir sur ce qu'évoquait Olivier, on va prendre un exemple. La semaine dernière, ça a été la journée d'intégration des saisonniers et de lancement de la saison chez nous. Et ben, par exemple, les équipes d'accueil de l'Office de tourisme, l'après-midi, étaient présentes avec nos équipes. Et l'objectif, c'était faire découvrir à nos équipes nos activités. Parce que très souvent, on n'a pas des pratiquants, en fait. Et donc, le dénominateur, c'était les équipes de vente, les équipes de remontée mécanique, les bike patrol, les hôtesses d'accueil et hôtes d'accueil de l'OT, tout le monde ensemble. On prend les remontées mécaniques. On avait sollicité les magasins pour avoir du prêt de matériel et ils ont joué le jeu. Et du coup, on a été équipés et derrière, on a fait découverte, en fait, des pistes vertes, du bike park pour eux les sensibiliser parce qu'ils sont en contact direct avec les clients. Et du coup, ils ont un rôle de conseil. Ils ont un rôle de conseil, quel que soit leur poste. Par exemple, au niveau les bike patrol ont leur mission. Ils vont avoir la mission aussi, si jamais il y a un accident, de mettre en sécurité la personne. On n'a pas la même mission de délivrance du secours, hein, puisque les secours sont réalisés par les services d'État, essentiellement les pompiers. Donc nous, on passe l'alerte, on met en sécurité. S'il y a quelque chose, ils sont quand même tous secouristes et on est capable de faire les premiers soins. Mais par exemple, nos équipes aux remontées mécaniques ont une mission d'accueil et ils ont des consignes. Un client qui se présente sans casque ne prend pas la remontée mécanique chez nous. Interdiction. Une de nos approches, c'est que ce qu'on voit se développer avec les shotguns là, qui sont devant sur le guidon pour prendre le gamin. Voilà, ça on en voit hein, avec des personnes qui veulent prendre les pistes de descente. Ça, c'est niet chez nous. Aujourd'hui, les consignes, c'est un vélo équipé comme ça ne prend pas la remontée mécanique. Interdiction. Donc voilà, on a des vraies missions de conseil. Et puis après, on parlait du parcours client. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de faciliter le parcours client. Donc, par exemple, on a un contrat de vente avec toutes les écoles de vélo chez nous où ils ont la possibilité de venir packager une offre entre encadrement, matériel, forfait de remontée mécanique qui leur donne un accès direct et qui leur permet de distribuer le forfait tout de suite dès la réservation plutôt que de devoir passer par l'étape le point de vente, le loueur, le booker, le moniteur. Donc, ça fait partie des offres. Et de plus en plus, on est sur, pour faciliter le client, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est sur des offres qu'on appelle de passe loisirs qui intègrent plein d'activités à l'intérieur, un panel d'activités, dont le VTT. Et aujourd'hui, on cherche à faire découvrir aux clients le panel d'activités dont l'activité VTT fait partie du territoire, et le client achète un produit et derrière, il vient le scanner au fur et à mesure de son passage et consommer le ses activités. package, effectivement, est un outil de la simplification, de l'accessibilité pour le client. Intéressant quand même de noter finalement la formation interne des équipes, parce que je pense qu'une des questions qui peut être posée, c'est dur, c'est dangereux, c'est comment? Et le fait que ce soit la personne qui est à l'accueil... Comme l'a dit Mickaël, c'est surtout comment en parler. On fait la même chose l'hiver avec nos conseillers en séjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui arrivent de Normandie, de Paris, de Bretagne et qui viennent passer 5 mois ici à l'Office du tourisme. Et ben, on va les emmener une journée sur les skis, sur les pistes pour leur faire découvrir le domaine. Et c'est la même chose l'été. Il faut vivre l'expérience pour être capable d'en parler et de guider le client. Donc ça, c'est indispensable. Nous aussi, on a fait, entre guillemets, évoluer la gamme de vélos. En l'occurrence, des vélos semi-rigides musculaires, c'est des choses que l'on n'a plus à la location. C'était un peu notre produit d'appel, de continuer à avoir des vélos semi-rigides musculaires,
Pour autant, nous, on a fait le choix de ne plus en faire parce qu'on estimait que les gens qui prenaient ce vélo-là, parce qu'ils n'avaient pas forcément le pouvoir d'achat de prendre de meilleurs vélos, bah, ils étaient malgré tout pas en sécurité sur le bike park. Donc, il y a aussi une évolution qui se fait de ce côté-là. Alors, c'est certain que trouver une offre, malgré tout, d'appel sur un vélo de descente, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, hein. Ça a quand même un coût, hein, que de louer un vélo de Bien sûr. descente à la journée, hein. Oui, je reste avec toi sur ce point-là parce qu'effectivement, on comprend bien que l'expérience réussie, elle associe effectivement un super matériel qui est adapté pour pouvoir rouler au confort, un accompagnement. Ça veut dire au final un budget. Voilà. Comment on fait? Parce qu'à un moment donné, il faut que l'expérience soit réussie. Il ne faut pas que sous prétexte de budget restreint, je prenne mon vélo, je parte tout seul et finalement, ce soit raté. Ah bah, c'est Comment. ça, c'est l'offre tout compris, c'est vraiment le meilleur des produits, aujourd'hui que l'on ait pu, créer parce que forcément ça baisse quand même on va dire le prix, de manière globale et l'expérience, elle se retrouve, vraiment, sublimée, du fait d'être accompagné par un moniteur qui va tout de suite vous emmener sur la bonne piste et qui va tout de suite vous donner les meilleurs conseils et forcément vous allez vivre une expérience, entre amis ou en famille, beaucoup plus sympathique. Dernière question sur la partie expérience vélo, ça a été évoqué tout à l'heure. Tu as parlé d'un truc très intéressant, tu as parlé de schéma directeur. Aujourd'hui, je parle là de la cohabitation, effectivement, où encore une fois, ils partent pas tous accompagnés. Je pense que l'idée, c'est quand même de leur donner un maximum de chances de revenir, de ne pas se perdre et de ne pas, on l'évoquait tout à l'heure, de ne pas partir dans le champ là où il y a les vaches, etc. Donc, c'est quoi aujourd'hui la ligne de direction de la commune pour que l'expérience en autonomie soit le plus réussie possible? Honnêtement, avec tout ce qu'on met en place sur le terrain, ils ne risquent pas de se perdre. On les Donc, canalise, hein. une grosse Il y a, signalétique, il y un a une énorme balisage. signalétique et un balisage très conséquent qui est mis en place pour bien matérialiser les zones de départ, les accès, gérer l'aspect sécurité. On parlait tout à l'heure de la cohabitation avec les vaches, hein, elles sont juste à côté. Donc, en fait, une des missions des bike patrol, par exemple, c'est de tirer les parcs à vaches. Ça, c'est vu au fur et à mesure en fonction de là où déplacent les agriculteurs les bêtes quand ils pâturent la montagne, de déplacer les passages de franchissement de parc, ce genre de choses, ça fait partie de leur mission du quotidien. Donc aujourd'hui, honnêtement, c'est hyper aménagé en fait, hein, et hyper balisé, donc il n'y a aucune raison de se perdre. Et après, bah, y a des choses qui permettent de venir faciliter leur vie. Par exemple, ça, c'était une demande que Jérôme nous avait fait déjà depuis un moment. Il demandait à ce que on puisse permettre d'avoir un gabarit de test pour être capable de mettre son vélo sur le porte-vélo du siège, parce que c'est toujours une phase de stress pour le client, et notamment pour le néo-pratiquant. Les clients, en fait, le siège avance et ils ont une mission au moteur. Il faut déjà être capable de mettre son vélo sur la roue arrière, de l'amener, de venir coincer la roue dans le porte-vélo. Et donc ça, c'est un vrai stress. Et donc, par exemple, cette année, on a écouté les bons conseils de Jérôme et c'est réalisé. Le départ principal des deux remontées mécaniques de Bizane et de Cher du Beurre a été implanté un gabarit, en fait, un simulateur qui permet aux clients de s'entraîner avant de prendre le siège avec un petit panneau explicatif de la méthode. Et donc, c'est par des petits gestes comme ça qu'on arrive à accompagner et à les mettre dans des notions de réussite. Jérôme, si je te donne la parole, juste pour voir, ce qui est intéressant, la discussion, c'est comment le dialogue se fait entre vous pour finalement améliorer en permanence l'expérience client. Est-ce que tu peux nous faire part des messages, toi, qui sont importants à remonter auprès des professionnels? Peut-être sans fil sera plus simple. Bonjour, merci. Donc, je me présente, hein, Jérôme Casagrande. Donc, je suis vice-président des moniteurs cyclistes français, hein, on est basé à Grenoble. Et j'ai également une école labellisée MCF ici au CESI depuis, je vais faire mon 14e été. Donc, le bike park va avoir 16 ans. Donc, ça va, je suis dans les pionniers au CESI. Donc, effectivement, on essaye de travailler en collaboration depuis pas mal d'années. Et ça, c'était le souhait notre souhait de
de faire monter les vélos. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mettre déjà son vélo sur la roue arrière, c'est pas gagné à tout le monde, parce qu'on a quand même des débutants. Et ensuite, c'est un appareil qui est en mouvement. Donc rouler sur la roue arrière, monter son vélo, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Plus, on va dire aussi forcément un peu le stress, le casque intégral, les protections. Enfin, je veux dire, nos gestes sont un peu différents. Et donc, bah voilà, cette année, ça va être la grande première. Donc, on va pouvoir briefer encore plus nos clients. Donc ça va être intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye de travailler en osmose. Et pareil, moi, avec les bike patrol, je les vois tous les jours. On échange tous les jours sur l'état des pistes. Parce qu'effectivement, l'hiver, les pistes évoluent, mais l'été, elles évoluent très rapidement aussi. Le mauvais temps, le trop beau temps, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que souvent, je leur remonte beaucoup d'informations. Alors, je ne vais pas dire peut-être trop, mais c'est cette relation qui est importante. C'est cette relation aussi au niveau aspect sécuritaire. Nous, on voit un accident, alors forcément, on peut intervenir, mais bon, quand j'ai des clients derrière, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a tous notre téléphone, on est vite en relation sur l'aspect sécuritaire, et ça joue énormément. Moi, je me rends compte quand on voit encore des personnes qui ne sont pas équipées de casque, de protection, où on voit une remorque derrière un VTT sur des pistes de VTT de descente, bah, effectivement, moi, j'alerte parce que c'est aussi mon rôle. Donc, effectivement, on essaye de travailler dans cette relation le plus proche possible. Et c'est ce qui fait peut-être notre force aussi. Enfin, j'espère. Et j'espère que ça va continuer dans cette bonne ambiance, en tout cas. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a évoqué tout à l'heure la partie économique. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas par rapport aux chiffres des uns et des autres. Sandy, aujourd'hui, par rapport au nombre de locations de VTT de descente et de locations de VTT AE qui ne sont pas des VTT de descente, est-ce que vous arrivez à avoir la proportion de chiffre d'affaires et voir si cette proportion de VTT AE de randonneurs qu'évoque Jérôme est grandissante d'année en année? Oui, elle a été ultra grandissante, on va dire, jusqu'à encore, on va dire, 3 ans en arrière. Et c'est pareil, on se retrouve face à une stagnation quand même, hein. Le marché du VTT assistance électrique commence aussi à être ultra mature. Ce qui s'est passé, c'est que nous, je pense que vraiment à la montagne, on a été vraiment les ambassadeurs, on va dire, commerciaux du VTT à assistance électrique, hein. Énormément de gens sont passés par nos établissements pour le découvrir. On finit par en acheter un, mais je pense que j'ai pas de chiffres à donner ni de retour d'expérience de vélocistes de plaine, mais je pense qu'on a vraiment été les ambassadeurs de la discipline. Alors c'est vrai que là, il y a une stagnation. Autant il y a 2-3 ans en arrière, on voyait que on est passé vraiment de pas grand-chose, hein, en termes de location de VTT électrique à peut-être 45-55% en fait de la location faite via cet engin-là. Et là, par contre, on voit, et tout le monde s'en rend compte, hein, on a beaucoup plus de porte-vélos sur les voitures maintenant. Les gens viennent avec leur vélo. Et on se retrouve confronté maintenant à un autre phénomène, c'est que ces vélos ne sont pas forcément adaptés aussi à la montagne. On voit de plus en plus de gens qui viennent en montagne avec des VTC électriques, hein, qui vont se promener sur les chemins ou sur les pistes de descente. Et là aussi, ça demande, c'est un autre point de vigilance. Alors, pour autant, on voit bien qu'il y a une autre grosse discipline qui se développe, c'est le gravel. Donc les gens vont bien, entre guillemets, en vélo de route aussi sur les chemins. Donc bon, il faut trouver le juste équilibre. Mais pour en revenir à la question de l'évolution du VTT électrique, difficile maintenant pour nous de le quantifier, puisqu'il y a beaucoup de propriétaires de vélos maintenant qui viennent directement en vacances avec leur propre matériel. Par contre, moi, dimanche, je ne sais pas si tu as remarqué, Jérôme, j'étais scotché sur la Diamant VTT, hein, on avait 380 participants. Le nombre de vélos électriques. Je pensais qu'il y avait encore une proportion, c'était mon vœu pieux, de musculaire beaucoup plus importante. Et c'était impressionnant. Je pense qu'on a eu 60-70% de vélos électriques sur l'ensemble des randos, qu'elles soient de 15 ou 50 km. Voilà. Il ne restait plus beaucoup de musculaires présents. Voilà. Mais j'ai envie de dire, peu importe, en tout cas, ils sont... Pardon? Oui, c'est du vélo, ils sont tous fait plaisir, ouais, c'est l'objectif. Il faut savoir qu'il y a une évolution aussi qui va se faire chez les marques de vélos, hein. Il y a plusieurs marques de vélos qui vont arrêter les vélos avec 150 mm de débattement en musculaire et n'avoir que des gammes électriques dans ce positionnement-là. Parce que justement, ce vélo, on va dire plus typé all mountain,
maintenant s'adresse la plupart du temps à des gens qui sont en vélo électrique. Et ils voient qu'il y a une chute phénoménale des ventes sur ce créneau-là qui était plus typé All Mountain, où finalement, on va, un jour où les remontées sont fermées ou dans un endroit un peu plus sauvage, monter au sommet de la montagne et descendre via la piste d'enduro. Donc il y a aussi une évolution, ça a une vraie incidence sur le marché global du VTT. Et c'est pour ça que ça corrobore avec l'impression que tu as eue au départ de la Diamant VTT, quoi. D'autres questions sur la partie expérience vélo? Sinon, on peut peut-être évoquer, revenir rapidement aussi sur la partie environnementale et l'image, peut-être, Élodie, si tu veux évoquer le point. Et puis après, juste, on fera une petite conclusion ensemble pour ressortir un peu les points clés et aussi les perspectives. Oui, c'est vrai que c'est très important aujourd'hui. On ne peut pas évoquer le développement du vélo sans évoquer son impact aussi sur l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de sensibilisation à la sécurité, à tout ça, mais tu as aussi évoqué tout à l'heure les problèmes de cohabitation et notamment avec les activités pastorales. Aujourd'hui, quel message, est-ce que vous avez quelque chose de prêt que vous portez sur l'impact de l'utilisation de nos territoires en vélo et sur le respect justement de ces activités essentielles qui font aussi notre patrimoine en montagne? Alors, sur l'impact sur le territoire, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments. Enfin, je n'ai pas le sentiment que nos territoires soient impactés par la pratique du VTT. Par contre, l'enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la sensibilisation des pratiquants. Et là-dessus, je crois qu'on avait fait un flyer l'année dernière qu'on avait apporté dans les magasins. On avait demandé à l'ensemble des loueurs de la station de sensibiliser les pratiquants quand ils allaient croiser notamment des randonneurs sur les sentiers. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a, notamment l'été, on a des familles, on a des seniors, enfin, on a tout type de clientèle qui sont sur les sentiers. Et quand ils croisent effectivement des riders qui arrivent du bike park, qui descendent fort, ou des VTTistes qui descendent aussi fort avec les VTT électriques, et ça fait partie des réclamations qu'on a à l'Office du tourisme. Voilà. Les gens ont peur de se faire effectivement impacter par un vélo. Donc on a un enjeu tous ensemble avec les écoles, mais je sais que Jérôme le fait, avec les loueurs, effectivement, de sensibiliser les clients qui viennent louer ces vélos sur la station. On a après aussi les bike pack trolls, les agents des remontées mécaniques, de sensibiliser, parce qu'on a 2-3 foucards et aujourd'hui ça fait peur et ils frôlent les clients. Et là on a un sujet. Voilà. On n'a pas la solution miracle, si ce n'est d'être tous des sensibilisateurs de nos pratiquants. Pour compléter ce que dit Olivier, on est surtout sur des outils de communication qui sont à notre disposition et qu'on a créés en fait à l'heure actuelle et qu'on va diffuser soit via du flyer qui peut être distribué par les loueurs de matériel, soit après on a des écrans dynamiques, en fait, des écrans vidéo qui sont installés au sommet de nos remontées mécaniques. C'est le type de message qu'on passe pour répéter cette approche de respect des usages, respect de l'activité pastorale. Il y a de la signalétique spécifique qui est en place également sur les pistes. Donc voilà, ça passe par ces outils-là. Ouais, c'est super intéressant et je crois qu'en termes de bonnes pratiques, c'est vraiment un très bon exemple à prendre parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent en groupe de travail, justement. Comment sensibiliser aujourd'hui? Il existe des outils, mais c'est encore très vague, c'est pas adapté. Et comme on le disait tout à l'heure, tout n'est pas transposable d'un territoire à l'autre. Il faut que ce soit vraiment personnalisé. Mais pour le coup, ça m'intéresse d'avoir vos éléments pour, Il y a des pour le prendre en supports exemple. c'est pas nous qui les avons créés, hein. On a une vidéo très pédagogique qui avait été créée par le Parc naturel régional des Bauges et qui a été en fait mise à disposition derrière et qu'on utilise depuis 2-3 ans maintenant et qu'on diffuse. Et donc, du coup, vu qu'elle est travaillée sur le côté humoristique, elle interpelle le client et ça Davantage, ouais. permet plus facilement de faire passer les messages. Il existe pas mal de choses, mais je pense qu'à l'échelle locale, finalement, c'est encore très, très peu diffusé, quoi. Et en termes de flux, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de périodes où les flux sont trop importants et certains se posent des questions sur le fait de limiter ces flux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est des questions que vous posez ou vous n'en êtes pas là aujourd'hui, ça se régule plutôt bien?
Non, aujourd'hui, ça se régule plutôt bien. Effectivement, on a les 3 premières semaines d'août qui sont effectivement denses, avec des flux très importants sur les sentiers, avec les randonneurs et les vététistes. Mais aujourd'hui, on n'en est pas limité, effectivement. On n'en est pas là. On n'est pas là. Il n'y a pas de notion de quota et on n'est pas sur les mêmes volumes de clients que l'hiver. Par contre, il y a des choses à faire en termes d'aménagement. Tout à l'heure, on en a parlé, en fait. C'est plus en termes d'aménagement. Quand on parlait tout à l'heure qu'on est venu fermer des routes d'accès, bah, typiquement, c'est par là où on agit. On ferme des routes d'accès pour limiter des accès de voitures. Voilà. Par exemple, il y a une zone qu'on va traiter là, qui est sur notre front de neige et qui est dans le cadre des aménagements qu'on réalise. On a une tendance à avoir certains vététistes qui, quand ils arrivent sur le front de neige, là, ne suivent pas la piste, ne prennent pas la passerelle pour redescendre près des appareils ou récupérer la route pour aller récupérer les pistes vers lesquelles ils veulent aller. Et ils ont une tendance à descendre à la sauvage, soit dans un escalier métallique, soit dans un talus, à prendre des risques avec la route. Et ben, par exemple, on va venir mettre un petit barriérage propre avec une cordelette pour venir limiter et aménager la zone. Et du coup, bah, le phénomène, il va disparaître. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut venir regarder les usages des clients. Et à travers de l'aménagement, on est capable de gérer des problématiques. Oui, bien sûr. Mais tu as raison. Puis tout cet aspect balisage que vous avez énormément travaillé, ça permet aussi, enfin, c'est une prévention énorme sur ce sujet-là, quoi. Juste pour finir sur le balisage, alors surtout le cœur de station, c'est effectivement très bien fait par les équipes de Miguel, mais sur le balisage aussi, aujourd'hui, toutes les pistes d'enduro sont vérifiées. Le balisage est vérifié tous les ans par Arlisère, donc la communauté de communes, comme les sentiers trail sont vérifiés tous les ans par la communauté de communes. Nous, à l'office, on a la charge des sentiers VTT. Moi, je missionne Jérôme, effectivement, pour vérifier tous les ans, avant l'été, avant l'ouverture, tous les sentiers VTT, effectivement, et tous les balisages avant l'ouverture de la saison. Moi, si je peux revenir sur la notion de flux, nous, dans nos métiers, les flux, on se retrouve à être confronté à la même chose que l'hiver, c'est-à-dire dimensionner nos parcs aux plus grosses semaines de fréquentation. C'est ce qui aussi rajoute de la complexité à notre modèle économique, puisqu'on se doit de répondre à la clientèle au moment des pics de fréquentation, et on se retrouve forcément à des moments avec beaucoup plus de vélos que de clients. Donc ça, c'est une problématique plus dû à la location en règle générale. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question sur, on pourrait en parler des heures de cet aspect environnemental, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'usage de l'eau. Parce que ça fait plusieurs fois polémique, enfin, notamment dans le lavage des vélos. Aujourd'hui, alors je ne sais pas en Savoie, mais en Haute-Savoie, on est passé en premier niveau de vigilance sécheresse déjà, là, sur le mois de juin. Donc on ne sait pas où ça va aller sur l'été. Aujourd'hui, est-ce que toi, Sandy, tu as mis quelque chose en place pour limiter l'usage de l'eau dans le lavage notamment? Et puis, est-ce que vous avez une station de lavage peut-être à l'échelle de la station? Comment ça se passe? Alors, nous, on s'est remis en question concernant cette problématique-là. Pour le coup, j'en suis pas le précurseur, et c'est un de mes confrères chez Picard Sport qui ont été les premiers à le faire sur la station avec la récupération de leurs eaux pluviales. Et nous, on l'a mis en place là cette année. On a eu la chance de pouvoir raménager en fait un ancien bassin de nage sur lequel on a Super. canalisé toutes nos eaux pluviales, et on a l'installation d'une pompe en fait qui vient nous en fait alimenter nos karchers de nettoyage et notre laverie automatique payante. Ah, super, Voilà. super, Très bien, super. super exemple et super pratique, ouais. Ok. Et à l'échelle de la station, vous avez une station de lavage pour les vélos? Non, pas du On tout. en a au départ des remontées mécaniques. Ouais. Alors là, même chose, en fait, on est sur des locaux qui ont été construits récemment et en fait, on est venu intégrer des cuves de récupération d'eau pluviale pour pouvoir alimenter. Par contre, c'est vrai que si on est sur une année de sécheresse, une fois que c'est tari, on est sur la source d'eau classique. Et donc, il y a 2 ans, ça a été une grande année de sécheresse. On avait fermé les outils mis à la disposition des clients, tout simplement par rapport à l'arrêté sécheresse, parce que sinon en termes d'image, ça n'allait pas marcher, quoi. Bien sûr, Donc, bien sûr. c'est là où c'est vrai que des solutions du type de ce qu'évoque Sandy, déployées par les loueurs, c'est des vraies avancées parce que chacun a sa pierre à l'édifice à amener en termes de service vis-à-vis des clients.
Et là, c'est intéressant d'aller puiser justement les bonnes idées et les MacGyver de nos montagnes. Merci beaucoup. On arrive au terme. On a même dépassé l'horaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? C'est la dernière chance pour vous de vous exprimer si c'est le moment. Je suis Laurie Aventin, je suis chargée de projet activités de pleine nature sur la commune des Bellevilles. Du coup, je suis en charge de toute la stratégie vélo, mais aussi des autres activités de pleine nature sur la station et sur la commune de manière générale. Et du coup, dans la réflexion des créations de pistes VTT, on peut se retrouver confronté à une problématique de l'impact paysager que peut avoir la création d'une piste VTT sur le terrain. Est-ce que c'est des difficultés que vous avez pu avoir dans la création de vos pistes ou même dans l'entretien des pistes déjà existantes? Parce que je sais qu'il y a des normes à respecter quand ils doivent entretenir ces pistes-là. Voilà, c'était pour avoir votre retour. Alors en effet, oui, il y a des normes qui s'appliquent en termes d'aménagement sur le dimensionnement des ouvrages, la taille des virages, ce genre de choses. Ce qui est une force chez nous, c'est que vu qu'on a la maîtrise de l'activité, on va venir prendre en compte les potentielles problématiques aussi liées à la phase hivernale des pistes, puisque des fois on traverse des pistes de ski. Et donc, du coup, la problématique liée au volume de neige qui peut se raréfier l'hiver et à ne pas avoir des aménagements impactants qui vont venir avoir un impact sur l'hiver. Donc ça, c'est un premier sujet. Le second, il est plus, on va dire, réglementaire. À aujourd'hui, ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est soumis aux mêmes règles d'aménagement que pour des pistes de ski ou des remontées mécaniques quand on veut aménager des pistes de VTT. Et donc, on nous demande de monter des dossiers qu'on appelle de dossiers cas par cas, voire même études d'impact. Et là, on atteint très clairement les limites du système. Nous, on a un retour d'expérience là-dessus. On avait un projet de venir créer une piste plutôt typée élitiste pour avoir une offre un peu différenciante qui manquait dans notre panel en termes de stratégie. On a monté le dossier l'année dernière et on s'est pris un gros scud de par l'autorité environnementale. On était sur un dossier cas par cas, il a été refusé. Et très clairement, là, on atteint la limite du système parce que le modèle économique aujourd'hui du VTT ne permet pas de venir financer une étude d'impact pour réaliser un aménagement de ce type. D'un point de vue modèle économique, là, on est complètement décorrélé. Donc, tant qu'on est sur une procédure un peu simplifiée, ça fonctionne. À partir du moment où on rentre dans ce niveau-là, ça devient compliqué. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on monte des dossiers, on aménage. C'est très compliqué de faire comprendre la méthode d'aménagement qu'on a parce qu'il y a des moments où on va venir former des gros volumes de terrain et on est essentiellement en déblai-remblai sur place. On n'est pas à déplacer des volumes de terre conséquents avec des tombereaux, avec des grosses pelles mécaniques. On n'en est pas du tout là. Et la difficulté qu'on a, c'est de faire comprendre cette phase-là aux personnes qui instruisent nos dossiers, qui sont dans des bureaux un peu lointains et qui n'ont pas du tout la connaissance du terrain. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai levier sur lequel il faudrait agir, à être capable de, quand on a des projets d'aménagement, une belle évolution serait qu'on puisse leur présenter, mais quand on leur présente, c'est qu'on les représente in situ et qu'on puisse leur expliquer en quoi vont consister les travaux. Parce que quand on écrit les choses avec des chiffres, des mètres carrés sur un dossier, potentiellement, ça peut faire peur. Et pourtant, on prend les devants, puisqu'on avait fait passer notre bureau environnemental qui nous accompagne sur tous les aménagements liés à l'hiver préalablement pour faire des reconnaissances, savoir s'il n'y a pas des espèces floristiques protégées sur la zone, ce genre de choses. Même quand on a ces garde-fous-là, on est à la limite des systèmes aujourd'hui. Et là, il y a un énorme danger. Parce que très clairement, on nous demande de venir écrire l'histoire du hors-neige, de la diversification d'activités, mais très clairement, on ne nous facilite pas la chose. Un deuxième levier, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une approche des services de l'État qui nous demande d'avoir, ce que j'évoquais tout à l'heure, un schéma directeur quasiment à 10 ans sur des pistes de VTT, mais très clairement, on en est loin. On est incapable d'écrire ça. Parce qu'aujourd'hui, notre feuille de route, elle bouge tous les 1 ou 2 ans. On est sans arrêt en train de travailler notre scénario en fonction des opportunités, des évolutions de la clientèle, de la pratique sur notre domaine. Aujourd'hui, il faut s'adapter en permanence. Et donc, ça, c'est une vraie problématique qui peut être potentiellement inquiétante. Excellente question. Merci beaucoup. On va boucler cette première masterclass et encore merci à vous quatre d'avoir joué le jeu avec un mot.
s'il vous plaît, chacun dans sa partie, finalement, pour progresser. Qu'est-ce qui serait, selon vous, la priorité à travailler ou améliorer pour votre partie? Oui, question piège, hein, je vous prends comme ça au dépourvu. Pour continuer de réussir finalement cette expérience vélo au CESI. J'ai 2 heures. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais en tout cas, ce que j'ai envie de partager en synthèse, ce qui fait aussi la réussite, et encore une fois, on a plein de points de progrès, encore plein de choses à faire, c'est aussi la gouvernance de notre station et notre mode de fonctionnement. Je pense que vous pouvez le comprendre aujourd'hui. On commercialise, on communique, on fait la promotion de la station ensemble, remontée mécanique et office. Les remontées mécaniques sont actionnaires de la société que je gère. Je suis invité sur le conseil d'administration de Michael. Et nos équipes commerciales, communication et marketing travaillent ensemble, construisent ensemble les plans de com, de commercialisation et de promotion en France et à l'étranger pour faire la promotion de notre territoire. Et on parle, comme le dit souvent Michael, d'une seule et même voix et d'une seule et même marque qui sont les saisies. Et ça, pour moi, c'est un gage de réussite. C'est aussi l'entente entre nos équipes, notre entente, effectivement, le fait de beaucoup communiquer, qu'il n'y ait pas de guerre d'ego sur notre station, ce qui est aussi souvent le cas, ou de concurrence entre des hommes, des femmes, ou des élus ou autres. En tout cas, c'est aussi ce qui fait la force des saisies, c'est ce mode de gouvernance qui nous permet d'avancer vite, d'avancer concerté, d'avancer aligné, d'arriver aussi avec Michael aligné face à nos élus pour faire aboutir des projets. Donc voilà, je pense que un enjeu de réussite, c'est pour les années futures et pour répondre à ta question, c'est de continuer dans ce mode de gouvernance, ce mode d'alliance, ce mode de communication pour faire avancer notre territoire. Merci Olivier. Michael? Je vais reprendre un mot qu'a utilisé Olivier, puis je vais aller un peu plus loin. Le maître mot pour moi, c'est ensemble. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien entre nous. Je pense qu'on peut encore s'améliorer, à intégrer le tissu socio-pro à nos réflexions. C'est un vrai levier. On va prendre un exemple, c'est l'exemple du porte-vélo, du démonstrateur pour les vélos, là, pour s'entraîner à mettre son vélo sur le siège. Je pense qu'on a mis trop de temps à le réaliser. Et ça, très clairement, ça nous est venu et c'est à force de l'avoir rabâché qu'on est passé à l'action. Donc je pense qu'on est capable de... Aujourd'hui, il faut être capable de travailler encore plus ensemble et pour aller plus vite et plus rapidement pour être encore plus efficace. Ça pourrait être une cellule, un truc qui se réunit régulièrement pour... et qui va se réunir sur des thématiques. Typiquement sur le vélo, on l'a fait il y a 2 ans, je crois. On avait réuni à l'automne, on avait essayé de faire un bilan avec le tissu socio-pro sur l'activité VTT quand on est venu récupérer l'activité, où on avait invité les loueurs, les moniteurs, les écoles de vélo. Et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin de ce côté-là et du coup le travailler plutôt par thématique. Le vélo en est une. Mais il n'y a pas que ça à faire vivre sur notre territoire, ça fait partie de la composante. Merci Michael. Sandy? Oui, pour rejoindre un petit peu ce qui est dit, c'est vrai qu'il y a cette notion d'écosystème. C'est un vrai écosystème. La montagne, il y a aussi une population qui vit. Il y a des enjeux qui sont différents, mais qui sont communs à d'autres moments. Et en fait, la montagne, elle se mérite. Pas faire croire que parce que ça fonctionne chez nous, la montagne, c'est un Eldorado, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour que la montagne, on en soit les bons gardiens, les bons promoteurs, les gens qui demain ont aussi envie de venir s'impliquer en montagne sur le plan commercial. Voilà, il faut venir avec de la conviction, il faut venir avec un projet à long terme. La montagne, c'est pas du one-shot. On le voit, nous, ça arrive, des gens, ils arrivent, ils sont là 2-3 ans, ils repartent, ils vont ailleurs. Ce qu'on cherche, nous, c'est à construire. Il y a des vrais enjeux qui sont face à nous. On a besoin de gens qui s'intègrent à notre histoire, à notre évolution, qui nous invitent à réfléchir, qui nous aident à nous projeter. Et voilà, c'est aussi en tant qu'on va dire enfant de la montagne, j'ai toujours vécu ici. Je dis que j'habite sur le terrain de foot, mais j'y fais attention parce que je fais tout dessus. Je pense que ça, faut que ce soit aussi bien pris en considération, parce que pour arriver à un résultat comme ça, c'est un travail, quoi. Du moins, chacun a mis sa pierre à l'édifice, et c'est surtout avoir envie de mettre la pierre de demain, et c'est pas en prenant ça à la légère. Et ça, au vu des enjeux qui sont présents, qui vont arriver, tout ne va pas être
compliqué, dur, ainsi de suite. On saura se réinventer. On a toujours su s'inventer, se réinventer. Moi, je suis plutôt très confiant sur l'avenir de notre territoire, de nos montagnes. Mais à l'image de la plupart des gens qui vivent en montagne, il faut que voilà, des gens de conviction, des gens qui s'investissent sur le long terme. Merci. Élodie, on arrive au terme de cette première masterclass dédiée à l'expérience vélo. Est-ce que l'expérience est satisfaisante pour toi? Qu'est-ce que tu en Ben, retiens? moi, je suis ravie de ce partage d'expérience. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Je crois que vous avez vraiment su nous montrer que l'été, c'était une opportunité de mettre en avant nos territoires, je pense avant tout, parce que l'hiver, les gens viennent pour une raison beaucoup plus précise, et par la diversification et par tout ce qu'on peut mettre en place, on peut aussi vraiment mettre en avant nos patrimoines et enfin, la chance qu'on a d'être ici. Je pense qu'on en a tous conscience. Et j'ai beaucoup aimé toute votre démarche, à la fois sobre et très raisonnée, pour ne pas sombrer non plus, parce que je crois que c'est un risque dans l'été, c'est de ne pas tomber dans le parc d'attractions. On est dans la diversification, mais en même temps, il me semble essentiel pour la préservation de nos territoires de rester toujours aussi avec cette idée de contact avec les clients, de sensibilisation et encore plus de partage sur ces moments-là. Donc, merci pour tout ça. C'était très inspirant et même si on a bien compris que tout n'est pas transposable et on ne peut pas reproduire ce que vous faites au CESI, pour autant, je pense qu'il y a beaucoup d'idées à prendre et notamment sur cette capacité de cohésion en fait entre vous. C'est une première marche essentielle. Eh bien, merci beaucoup, Élodie, pour ce mot de conclusion. Ce sera la fin et encore merci. Et puis à très bientôt pour une prochaine masterclass sur un autre sujet, toujours sur le développement de l'activité estivale. Merci à tous. Merci.